Les chercheurs David Kingsley et Dolph Schluter ont tenté de comprendre pourquoi. Ils ont commencé par identifier le gène qui était à l'origine des épines. Il fait partie des gènes dits homéotiques, ceux qui décident du plan d'organisation de l'organisme. Et il est en fait identique chez l'épinoche de mer et l'épinoche lacustre. Pourquoi n'a-t-il pas été activé chez l'épinoche d'eau douce? Pour David Kingsley, c'est sans doute à cause d'un switch. Nous savons que ces switches existent, mais ils sont encore très difficiles à trouver. Il n'y a pas de code génétique nous permettant de lire la séquence d'ADN et d'en localiser un pour activer un gène. Après une minutieuse analyse de l'ADN non codant, le chercheur repère enfin une section d'ADN qui a muté chez l'épinoche d'eau douce. Cette mutation signifie que l'interrupteur est cassé et qu'il n'a pas activé le gène qui fabrique les épines. Cette découverte pourrait avoir des implications majeures. Les deux hommes sont en effet convaincus qu'il y a un lien entre l'épinoche qui perd ses épines et d'autres animaux, comme le lamantin, qui perdent leurs pattes. Deux indices confortent leur théorie. Tout d'abord, le gène homéotique responsable des épines de l'épinoche joue également un rôle dans le développement des membres postérieurs. Pour le deuxième indice, la prudence est de mise. L'épinoche lacustre a certes perdu ses épines, mais l'évolution en a laissé de minuscules vestiges. Des traces d'os. Et ces os sont asymétriques, plus grands à gauche qu'à droite. On s'est dit que ce serait incroyable si cette dissymétrie était la signature du même gène, qui contrôle aussi la perte des membres postérieurs chez des animaux complètement différents. David Kingsley et son équipe partent donc à la recherche de ce schéma asymétrique chez le lamantin. Et ils le trouvent. Tous les squelettes observés présentent des os pelviens plus larges à gauche qu'à droite. Aujourd'hui, David Kingsley cherche chez le lamantin le switch qui a privé l'épinoche de ses épines. S'il le découvre, il aura résolu un problème qui a tenu Darwin en échec. Comment l'évolution a fait perdre leurs pattes à des animaux comme le lamantin, la baleine et le serpent? Tout ceci appelle une nouvelle question. Si certaines caractéristiques physiques des animaux, les taches sur les ailes, les épines ou les pattes arrière, dépendent autant des switches, qu'est-ce qui actionne ces switches? Pour tenter d'y répondre, les scientifiques se tournent vers de petites bêtes que Darwin connaissait bien, les pinsons des Galapagos. Arkat Abjanov et Cliff Tebin ont passé des années à tenter de comprendre comment les différentes espèces ont acquis leur bec distinctif. Ils sont partis du postulat de Darwin. Le bec est un élément crucial de la survie des oiseaux. Sur une île où les graines constituent la nourriture principale, il est court et robuste pour pouvoir les ouvrir. Sur celles où les fleurs poussent en abondance, il est long et pointu pour aspirer le nectar et le pollen. Les chercheurs savent également autre chose. Les pinsons naissent avec leur bec complètement formé. Ce qui cause les différences doit donc se produire au stade embryonnaire. Il se passe une chose incroyable dans l'œuf. Les gènes s'activent et s'inhibent. Et c'est la manière dont ils le font qui détermine quel genre de pinson se développe. La première phase de l'étude passe par la collecte des œufs. La voilà. Elle vient de rentrer. Elle va couver.
Elle a sûrement déjà pondu. Elle ressort. Dans le nid d'un géospiz à gros bec, Arkat Abjanov ne trouve qu'un œuf. Il ne le prend pas de peur que la mère abandonne le lieu. Dans le suivant, qui contient déjà 3 œufs, il en prélève un. Il sait que la mère en pondra un autre à la place. Les 2 hommes recueillent plusieurs œufs dont les embryons sont à différents stades de développement. Ils pourront ainsi suivre pas à pas la croissance des becs. L'observation démarre dès leur retour au labo. Voici l'embryon du géospiz à bec conique et celui du géospiz à gros bec. La différence est déjà très marquée. Ce qu'on voulait comprendre, c'est quels gènes sont responsables de la forme du bec et donnent un bec gros et large, un bec long et effilé ou encore un bec court et fin. Les 2 chercheurs se concentrent sur un groupe de gènes connus pour contrôler la croissance du bec. Ils font alors une observation surprenante. Chez le géospiz à gros bec, un gène homéotique bien précis s'active au 5e jour de développement. Mais chez le géospiz à bec conique, il ne se déclenche que 24 heures plus tard. Cette découverte est capitale. Ce sont les mêmes gènes qui fabriquent le bec de tous les pinsons. Les différences viennent du moment et de l'intensité de leur activation. On avait mis le doigt dessus. Ce sont les mêmes gènes qui font un long bec pointu ou un gros bec large. Ce qui fait toute la différence, c'est la puissance du gène, à quel moment il s'active et à quel moment il s'inhibe. Mais l'équipe n'est pas au bout de ses surprises. Ce gène a quelque chose de particulier. Comme tous les gènes homéotiques, il ne fabrique pas vraiment de la matière. Ce n'est pas lui qui est à l'origine du cartilage qui constitue le bec des pinsons. Il actionne des switches qui, à leur tour, déclenchent ou inhibent les gènes qui fabriquent le bec. Les scientifiques savent désormais que tous les gènes ne sont pas égaux. Certains forgent la matière de notre corps, mais il faut des switches pour les mettre au travail. Ce sont les gènes homéotiques qui commandent ces switches et qui dirigent le chantier. Ce système complexe entraîne d'énormes différences entre les espèces. Avoir compris cela nous aidera peut-être à résoudre l'un des plus grands casse-têtes darwiniens, le mystère des grandes transformations. Revenons à présent au concept de l'arbre de vie de Darwin. Toutes les formes de vie sont apparentées. Elles descendent d'un ancêtre commun et au fil de plusieurs milliards d'années, elles ont changé et se sont diversifiées de sorte que des animaux identiques au départ ont évolué en espèces totalement différentes. Depuis, les scientifiques ont établi des liens surprenants. Ainsi, les dinosaures et les oiseaux ont un ancêtre commun. Et c'est un poisson qui a fini par donner tous les animaux à 4 membres, les humains y compris. De toutes les idées de Darwin, l'arbre de vie était sans doute la plus révolutionnaire. C'était une chose de comprendre comment 2 espèces de pinsons se diversifient, comment leur bec se modifie. C'était un petit pas. Mais les grandes différences, par exemple, entre les poissons et les animaux terrestres, comment ces changements se sont-ils produits? Diverses traces de ces grandes transformations sont apparues au fil du temps. 1 an après la publication du livre de Darwin de l'origine des espèces, des paléontologues ont ainsi mis au jour le fossile d'un animal qu'ils ont baptisé Archaeopteryx. Il présentait à la fois des caractéristiques d'un oiseau et d'un dinosaure. Darwin lui-même voyait des preuves tout aussi convaincantes lorsqu'il étudiait des embryons. Ces fentes
situées près des oreilles de toutes les créatures terrestres, y compris les humains. Chez nous, elles deviennent les osselets de l'oreille moyenne. Mais chez les poissons, elles se transforment en ouïes. Faut-il en conclure que les animaux terrestres descendent des poissons? C'est plus que tentant. Mais se pose alors la question de savoir comment un poisson a pu se retrouver doté de pattes qui lui permettent de marcher sur la terre ferme. Darwin n'en avait pas la moindre idée. Quelques 130 années plus tard, le paléontologue Neil Shubin s'est passionné pour la même interrogation. C'était fascinant. D'un côté, il y avait une nageoire, de l'autre un membre, et ils étaient très différents. C'était un problème scientifique qui méritait que j'y consacre mes recherches. Et c'est ce que je fais depuis plus de 20 ans. La première étape consiste à trouver un fossile. Si Darwin a raison, il doit y avoir quelque part une forme transitoire, un fossile de poisson qui aurait un début de pattes. Mais où? Les archives fossiles montrent que les vertébrés terrestres sont apparus il y a 365 millions d'années. Avant, il n'y avait que des poissons. Fort de ce premier indice, Neil Shubin choisit de se rendre plusieurs étés de suite sur l'île d'Ellesmere, à quelques centaines de kilomètres du pôle Nord. Ici, en effet, la roche correspondant à cette période transitoire cruciale est à nu. Le paysage est austère et désolé. Il fait froid, on gèle tout l'été, les vents soufflent à 80 km à l'heure, il y a des ours polaires, alors on a des fusils. On ne peut qu'aimer cet endroit, c'est ma résidence d'été. Les expéditions coûtent cher, et les résultats des 3 campagnes précédentes ayant été peu concluants, Neil Shubin hésite à en entreprendre une 4e. J'ai demandé à mes collègues si on devait y aller, si ce n'était pas jeter l'argent par les fenêtres. C'était un moment critique. On a failli ne pas venir. Finalement, il décide de se donner une dernière chance. Au bout de 3 jours de fouilles, ils sont toujours bredouilles. Et puis, alors qu'ils commencent à perdre espoir, je travaillais à côté d'un collègue quand il s'est écrié « Hey, c'est quoi ça ?» La bouche d'un poisson émergeait de la paroi. Et pas n'importe lequel. Un poisson à tête plate. Quand on a vu ce fossile, pris dans des roches de 375 millions d'années, on a su qu'on avait trouvé ce qu'on cherchait. Une tête aplatie et des yeux haut placés, c'est le signe d'un animal qui sort la tête de l'eau. Et pour ce faire, il lui fallait quelque chose ressemblant à des pattes. On s'est mis à crier et à sauter de joie. On n'était que 6, mais on a fait un de ces raffus. Dès leur retour, Neil Shubin et son équipe étudient leurs trouvailles. Ils la baptisent Tiktaalik, qui signifie poisson d'eau douce en inuit. Tiktaalik est une forme transitoire idéale. Son corps est en grande partie celui d'un poisson et il est recouvert d'écailles. Mais il possède également un curieux attribut. Une nageoire ressemblant à une patte antérieure ou une patte antérieure ressemblant à une nageoire. Tiktaalik
a la même structure osseuse que celle présente au niveau des membres de tous les tétrapodes. Un premier os assez grand en haut, puis deux os, et enfin une rangée d'os représentant le tarse ou le carpe. C'est un schéma qu'on retrouve chez tous les animaux, depuis le mouton